Bon, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être avec vous, de voir le travail exceptionnel de la céramique. Et c'est très émouvant pour moi parce que la céramique, on la disait condamnée il y a quelques années. Peu nombreux étaient les spécialistes à l'époque qui pariaient sur la pérennité de votre métier. Et des grandes marques comme Haviland, Bernardo, Haviland qui a disparu, Bernardo qui a survécu, mais avec des capitaux étrangers. Et dans des difficultés. Et si vous étiez resté sur le travail traditionnel de la céramique, aujourd'hui, ça ne serait plus votre métier. Comment vous avez survécu? Par l'innovation, par la recherche, par l'adaptation, par la formation à de nouvelles techniques pour fabriquer de nouveaux produits. Alors ici, vous avez investi dans les turbines, dans l'aéronautique. Ici, sans vous, le Rafale ne volerait pas. Le 380 ne serait pas ce qu'il est. Et tout ceci grâce au savoir-faire de la céramique. Mais dans d'autres usines, vous savez que je visite beaucoup d'usines, j'y reviendrai. On a choisi comme diversification, vous en faites impossible, les prothèses. Les prothèses dentaires, que vous faites aussi, mais les prothèses de la hanche, c'est de la céramique. C'est le savoir-faire de la céramique. On est peu nombreux à le savoir, mais c'est la réalité. Dans d'autres endroits, avec la céramique, on fait des gilets pare-balles. En alumine. Pardon? En alumine. Oui, bien sûr, et très léger. Et donc, les possibilités de votre métier, de votre savoir-faire, sont innombrables. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne voudrais pas qu'il se passe avec la céramique ce qui s'est passé avec le textile. Nous étions un grand pays textile. Et encore un peu, mais si peu. Ma conviction, depuis bien longtemps, c'est que la France doit rester une terre de production, que nous devons garder des usines, que les ouvriers sont absolument indispensables à l'avenir de la France. J'étais la semaine dernière avec vos collègues de Saint-Nazaire. C'est des collègues, fabriquent des bateaux extraordinaires. Et je crois tellement à l'avenir de la construction navale que c'est l'État qui a racheté 33% du capital. Mais il y a quelques années, j'ai dû intervenir pour sauver Alstom. Alstom dont on fabrique des pièces. Et je le sais. Vous avez vu? Je le sais. Alstom, si au milieu des années 2000, on ne s'était pas battu, serait disparu. De la même façon que nous avons décidé de racheter ce qui reste de Péchinet, dont je n'ai pas accepté la disparition, parce qu'une grande économie a besoin de la chimie. Ici, nous sommes au cœur de la France, dans un territoire profondément rural, avec une usine profondément technologique. Vous exportez près de 60% de votre production, c'est donc la preuve qu'on peut produire en France, qu'on peut avoir des usines en ruralité, et que c'est notre intérêt de les garder. Mais si cette usine fermait, où vous iriez trouver du travail? Voilà. La question, elle est très simple, elle est posée brutalement, mais elle est posée. Mon engagement, c'est que la France reste une terre de production et que nous gardions nos usines et nos ouvriers. Comment y arriver? On ne peut y arriver qu'en étant compétitif. Comment être compétitif? Certainement pas en baissant les salaires, parce que personne ne l'accepterait, et on ne les baisserait jamais assez de surcroît, si on fait la compétition avec les Chinois, avec les Indiens. Donc c'est pas possible. On peut y arriver de deux façons.
en augmentant votre capacité, votre savoir-faire par un investissement dans la formation, parce qu'ici on fabrique des choses que personne ailleurs ne peut fabriquer, c'est pas en tirant vers le bas qu'on va gagner, c'est en tirant tout le monde vers le haut. Vous m'avez expliqué votre parcours de formation, vous êtes une très jeune ouvrière, et vous avez un grand savoir-faire. Parce que l'entreprise ici a compris que quand on investit dans la formation, on est plus compétitif. Puis il y a une deuxième chose, en allégeant les charges qui pèsent sur votre usine. C'est un grand débat que j'ai eu avec les élus. La suppression de la taxe professionnelle. Pourquoi je l'ai voulu? Pas pour embêter les élus. Parce que comment voulez-vous qu'on garde nos usines s'il y a la taxe professionnelle en France alors qu'elle existe nulle part ailleurs? Bon, pour une entreprise comme la vôtre, c'est 20 000 € de moins, je crois, sur l'année. Mais enfin, si je vous les avais rajoutés, vous n'auriez pas été content. Bon. Donc, j'imagine que si on l'enlève, c'est mieux. Quelle était mon idée? C'est qu'une usine, ça se délocalise. Une mairie, non. Non. J'ajoute, quand même pour les finances publiques de la mairie, le jour où il y a toujours la taxe professionnelle, mais il n'y a plus d'usine, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. C'est pour ça que je n'ai pas voulu céder. Et puis il y a la question de la compétitivité de la France par rapport aux autres pays. Ce n'est pas une question d'idéologie. Mais quand la France a fait le choix de travailler moins que les autres, c'est vous qui l'avez payé. Parce que les 35 heures, si dans les autres pays ils les font, on peut en discuter. Mais si nous on les fait, et les autres ne le font pas, où vous trouverez du travail pour vos enfants? Les autres ne nous attendent pas. Moi je suis contre 35 heures, mais pas pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire on ne peut pas être le seul pays qui décide de moins travailler alors que les autres travaillent plus. Comment on gardera nos emplois? Vous l'avez payé par les délocalisations, par les salaires. Ce n'est pas la solution. Je sais que vous utilisez les heures supplémentaires ici. J'ai voulu que les heures supplémentaires, vous ne payez pas un centime d'impôt dessus. Et l'entreprise ne paye pas un centime de charge dessus. Pourquoi? Ce n'est pas de l'idéologie. Parce que mon devoir, c'est d'essayer de réconcilier les Français avec l'idée du travail. J'aimerais tellement faire comprendre une chose. Le bonheur, c'est pas de travailler 35 heures, et le malheur de travailler 36 heures. Parce que 35 heures, avec un travail qui ne vous plaît pas, dans une usine où on ne vous respecte pas, pour un salaire qui ne vous considère pas, c'est pas ça le chemin du bonheur. Le bonheur, c'est d'avoir un emploi qu'on aime, dans lequel on se sent respecté, avec le salaire duquel on peut faire vivre sa famille. Donc la question n'est pas de savoir si dans l'avenir on va travailler 35 heures ou 36 heures. La question c'est celle de la qualité de vie au travail. On a fait une erreur monumentale en France en ne raisonnant que sur la quantité de travail. En se disant on va partager le travail entre chacun. Ça ne marche nulle part dans le monde. Les jeunes ont de plus en plus de mal, avaient de plus en plus de mal à trouver un emploi, et les quinquas, de plus en plus de mal à le garder. Donc j'ai voulu que les heures supplémentaires soient possibles. Parce que qui refuse les heures supplémentaires si on est payé plus? Et en plus, on ne paye pas d'impôt dessus. Alors je m'en voudrais de partir sans dire un mot de quelque chose qui vous a fâché, certainement, mais dont j'ai estimé que c'était mon devoir de le faire. Les retraites. Il y a une dame qui me regarde, elle a un gentil sourire et puis des sourcils qui se froncent. On a tout compris. Bon. Ma façon de vous respecter, c'est partout où je vais dans les usines et j'y vais pratiquement toutes les semaines. C'est mon devoir. Le chef de l'État, le président de la France,
doit aller dans les endroits où se trouvent les Français. Pas simplement dans les endroits tellement extraordinaires qui n'existent nulle part ailleurs. Pour ma tranquillité, la réforme des retraites, c'est pas formidable. Mais, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, nous avons 15 millions de Français à la retraite. 15 millions. Chaque année, il y en a 700 000 qui partent à la retraite. 700 000. Nous vivons plus longtemps. Un lycéen d'aujourd'hui, il y en a 1 sur 2 qui vivra jusqu'à 100 ans. Réfléchissez. Comment voulez-vous qu'on puisse continuer à partir à la retraite à 60 ans, alors que vous vivrez beaucoup plus longtemps que vos parents et que vos enfants vivront beaucoup plus longtemps que vous? Dans un système où c'est ceux qui travaillent qui cotisent pour ceux qui sont à la retraite. C'est-à-dire, vous, vos cotisations d'aujourd'hui ne servent pas à payer vos retraites. Hein. Non, non. Vous payez les retraites de ceux qui sont à la retraite. Mais vous, quand vous serez à la retraite, c'est les jeunes qui paieront vos retraites. Alors écoutez, s'il y a de plus en plus d'entre vous qui sont à la retraite, et de plus en plus longtemps, et que ceux qui travaillent sont de moins en moins nombreux, travaillent de plus en plus tard et partent de plus en plus tôt, comment voulez-vous qu'on paye vos retraites? Il faut réfléchir à ça. Ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite. Ce n'est pas une affaire d'opposition ou de majorité. C'est une affaire de bon sens. Aujourd'hui, à la minute où je vous parle, avant la réforme, tenez-vous bien, pour 1,5 million de retraités, pour leur payer leur retraite tous les mois, on est obligé d'emprunter à la banque. 1,5 million. Alors, je vous pose une question dans le secret de votre cœur et dans votre cerveau. Est-ce que vous seriez rassuré d'avoir un président de la République qui dise « c'est un problème que je connais, je ne vais pas le résoudre, je vais le laisser à mes successeurs pour être bien tranquille ». Ce n'est pas ma façon de voir. Il y a un problème, il faut le résoudre. Mais vous, dans vos familles, vous voyez ça. Si vos enfants ne travaillent pas, vous préférez le professeur qui ne vous en parle pas pour ne pas vous gêner, ou celui qui vous convoque en vous disant « voilà, il y a un problème ». Et le problème, il va le résoudre, votre enfant, en travaillant moins ou en travaillant plus. Quand vous allez chez le médecin, qui vous diagnostique, si vous dites « tout va bien, il n'y a aucun problème », vous l'embrassez sur les 2 joues. Quand il vous dit « il y a un gros problème, il faut passer sur la table d'opération », ça ne vous plaît pas. Mais quel est son devoir, votre médecin? Vous n'êtes pas content au moment où on dit « il faut faire ». Mais après, vous dites, au fond, j'ai bien fait. Qui a eu de la mauvaise humeur? Parce que personne ne peut être content de travailler 2 années de plus, pas vous, enfin, jusqu'en 2018. Mais est-ce que vous auriez été content de partir à la retraite en pensant que la retraite n'est pas payée? Aujourd'hui, vous devez savoir que quand vous partirez à la retraite sera payée. Eh bien, moi, je pense que mon devoir, c'était de faire ça. Et je vais vous dire autre chose. Vous en souviendrez bien. Personne ne reviendra sur cette réforme. Personne. Ils le disent, ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que ça serait une catastrophe. Je préfère votre mauvaise humeur sur la réforme que votre colère le jour où vous auriez découvert qu'après avoir travaillé toute une vie, il n'y a pas d'argent pour vous payer vos retraites. Il faut bien réfléchir à ça. C'est une affaire sérieuse. C'est une question d'honnêteté, de droiture et de vérité. Voilà. Vous gagnez des parts de marché parce que vous faites un bon travail. Arrêtez de faire un bon travail et vous verrez l'avenir de l'entreprise. Enfin, un dernier point que je veux dire, parce que c'est très important à comprendre. Vous travaillez dans une usine à laquelle vous êtes attaché.
je souhaite qu'il y ait beaucoup de familles en France qui continuent à investir leur argent dans l'usine plutôt que d'aller à l'étranger. Je souhaite à beaucoup d'ouvriers de pouvoir connaître leur patron et de ne pas avoir comme patron un fonds de pension anonyme qui exige 10% de rendement chaque année. Et moi, je remercie les familles qui continuent à croire dans l'industrie et qui mettent leur argent dans l'industrie. Ceux qui opposent les ouvriers et ceux qui sont propriétaires des usines n'ont rien compris. Parce que le jour où les propriétaires des usines s'en vont, les ouvriers font quoi? On est dans le même bateau. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que des gens comme vous, monsieur, puissent continuer à vivre en France, à investir en France, et ne soient pas obligés de partir à l'étranger pour aller investir ailleurs et oublier la réalité du tissu économique ici. Voilà la réalité des choses. C'est pour ça que je me bats pour qu'on les garde. Parce qu'ici, il connaît le nom de chacun. Le jour où c'est un fonds de pension qui rampe, vous ne connaîtrez pas votre patron. Et un jour, on dira, tiens, ça ne rend pas assez, ça ne donne pas assez. Moi, je crois au capitalisme familial. Et je le préfère au capitalisme financier. Voilà. Et tout ce qu'on peut faire pour garder les capitalistes familiaux en France, on le fera. Parce que sinon, on a le capitalisme financier. Celui-là, il n'a pas de mémoire, il n'a pas de reconnaissance, il n'a pas d'histoire. Voilà. Hein? Et je tenais à vous dire ça parce que moi je parie toujours sur le bon sens des gens. En France, on ne doit pas raconter d'histoire. Donc bien réfléchir à ce qu'on a à faire, vous comme moi. Voilà. Et encore une fois, c'est ma façon de vous respecter. Puis je voudrais vous dire en terminant l'admiration que j'éprouve devant le savoir-faire, la méticulosité, la rigueur et l'amour du travail que vous mettez. Voilà. C'est extrêmement rassénérant que de voir des gens qui aiment leur travail et qui le font si bien. Merci de m'avoir reçu dans votre usine.